Bonsoir tout le monde, ravi de vous accueillir sur le plateau de Racontase littéraire pour de nouvelles aventures autour de la littérature. Et je ne pourrais pas le faire bien évidemment sans mon acolyte Koulsoum. Bonsoir Koulsoum. Bonsoir Kelly, bonsoir à toutes et bonsoir à tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous suivent aussi. Bonsoir tout le monde et bonsoir à notre chère invitée Peggy Lou Garbal qui est une habituée de nos plateaux. Exactement, donc bonsoir. Ce n'est pas sa première. Bonsoir Peggy Lou. Donc ce soir on vous accueille alors pour vous présenter, est-ce qu'on prend encore la peine de présenter Madame Garbal, s'il vous plaît, parce qu'elle a quand même une œuvre littéraire, c'est prolifique, c'est dense. Alors, si on prend dans justement l'ordre, tu me dis si j'oublie, parce que voilà. Alors, en 2019, vous avez été finaliste du prix Vanille avec Abdelkrim ou La Clé des Mondes, c'est ça. Donc, Abdelkrim, c'est l'histoire de l'exil du rebelle marocain Abdelkrim Al-Kabi, donc qui est l'histoire revisitée quand même. Voilà, oui, parce qu'il y a donc une accointance avec l'histoire de Agatha Christie, voilà, la chose improbable, mais bon, c'est du Peggy Lou, voilà. Ensuite, vous avez fait des contes Alizée, donc littérature de jeunesse, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc c'était un peu pour votre fille, vous avez dit que à ce moment-là... des contes sur l'écologie et le développement durable. Voilà, donc un peu plus engagé. Et puis, vous avez aussi de nombreuses collaborations dans des ouvrages collectifs, tels que Belle et Parse, si je me trompe pas, qui date donc du 12 juillet 2023, et le dernier en date, Femme Mazine, c'est ça. Oui, magazine qui est là. Voilà, Femme Mazine. Alors, vous pouvez nous parler un petit peu de ce magazine? Alors, c'est une belle collaboration. C'est Julie Legrand qui est éditrice, qui fait toujours d'ailleurs de la jeunesse, mais qui souhaite se diversifier et qui a décidé de faire un magazine pour les femmes, avec des artistes femmes. Oui. Bien sûr, les hommes peuvent le lire, j'imagine. Pas de discrimination. Et donc, nous sommes quelques-unes à avoir collaboré. Il y a des nouvelles, il y a des poésies, il y a des illustrations. Voilà, à découvrir, ça vient juste de sortir. Et surtout des grands noms, parce que derrière, si on retourne, Peggy, s'il vous plaît, derrière, on a tous les noms de ceux qui ont collaboré. Voilà. Et on a... on est quelques-unes, voilà. De gens qui... Et c'est bien. C'est bien qu'elle s'y est lancée. Alors, vous êtes là aussi pour nous parler de Vengeresse. Vengeresse, ça a été un de mes coups de cœur. Alors moi, Vengeresse, alors déjà le titre, c'est tout un programme quand même. Vengeresse, quand tu cherches dans le dictionnaire, c'est quand même qui est animé par l'esprit de la vengeance. Et moi j'ai envie de dire en fait, tout au long de ce roman, c'est comme un cri finalement, un cri de vengeance, un cri vengeur. Alors on apprend à comprendre cette vengeance, et j'ai l'impression que en fait quand vous avez écrit ce livre-là, on a l'impression que ça a été fait d'une traite, parce qu'au niveau de l'écriture, c'est saccadé, on est en apnée, en apnée. Donc qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire dans cette, vous voyez, dans cette frénésie-là, on le ressent vraiment au niveau du style. Oui, alors effectivement, je l'ai écrit en 3 semaines. Ah ben voilà. Il est court, je ne conseille pas aux auteurs de faire en 3 semaines, mais je l'ai relu bien sûr après. D'accord. Mais parce que je l'ai porté longtemps. Ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire ce livre, donc qui est l'histoire de jumelles autistes qui se vengent de la société. Qui n'y vont pas de main morte, il faut bien le dire. C'est clair. Et je portais cette colère en moi depuis longtemps, parce que je suis moi-même autiste. J'ai une sœur jumelle. Nous prenons parfois le train. Oula. Mais après, ça s'arrête là. Elles sont un peu plus, un peu plus énervées que nous. Voilà, on est un peu plus, quand même, un peu plus douce dans la vie réelle. Et j'avais aussi envie de dénoncer une société qui intègre pas suffisamment encore les personnes handicapées
qu'elles soient autistes ou avec d'autres handicaps. Oui, parce que leur enfance, quand on lit la partie de leur enfance, on se dit, mais heureusement qu'elles étaient deux quelque part, parce que sinon, on peut pas. On n'y arrive pas. Déjà qu'elles sont cloisonnées dans cette maladie, et en plus de ça, personne ne les comprend. Et le peu de gens qu'elles rencontrent et qui les acceptent, tout de suite on coupe. On les coupe de... Alors ça aussi, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'elle a écrit mais vraiment de façon... on sent la colère dans l'écriture. C'est vrai que j'ai épargné personne. Alors, la vie est... Alors, une grande partie de ce que j'écris, à part la partie criminelle, bien entendu, est vrai. Après, la vie n'était pas si sombre que ça non plus. Il y a eu quand même des moments de joie. Je tiens à le préciser, mais là, c'était pas ce que j'avais envie de laisser dans ce livre. Voilà, c'était vraiment la colère qui m'a guidée pour l'écrire. Ah oui, cette fureur, en fin de compte, on ressent ça. En fait, on a l'impression, moi j'aime bien utiliser des images, c'est un espèce de road trip, tu vois. On suit ces jumelles et on a... Mima, quoi. Voilà, exactement, cette sororité, poussée à l'extrême, parce que même au niveau de l'écriture, quand elle passe à l'acte, ça c'est en italique, et donc oui, elles deviennent Mima. Et en fait, moi, ça m'a fait penser au film de Quentin Tarantino, Kill Bill. Je sais pas vu. Tu n'as jamais vu? Non. Quand elle part finalement à la recherche de ceux qui lui ont fait du mal. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, je suis une fan de Quentin Tarantino. Donc voilà. Et ce souci-là, en fait, de partir créer sa propre justice, en fait c'est visible finalement dans votre bouquin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous abordez le thème de l'autisme en amont, vous voyez. Il y a un moment, vous parlez du fait que donc elles ont l'air muettes et que pour vous, en fait, c'est difficile de montrer les émotions. Donc il y a tout ce côté-là assez pédagogique pour essayer de comprendre finalement ce qu'est l'autisme. Oui, alors j'ai pas voulu non plus dérouler toute une liste de ce qu'on peut, comment on peut ressentir et ce qu'on peut faire quand on est autiste. C'était pas le but non plus, mais par moment, oui, de toute manière, c'était évident qu'il y avait des choses à mettre. Et puis oui, donc je les appelle Mima parce qu'il y a Mireille et Marie. Et je voulais un seul narrateur. Oui. Pour ce livre, puisqu'il n'y a qu'un seul narrateur et on ne sait jamais laquelle parle, on ne sait jamais si c'est toujours la même, si c'est l'une ou l'autre. Et c'était pour accentuer vraiment l'effet de gémellité. C'est vrai que quand on a une sœur jumelle ou un frère jumeau, de vrais jumeaux, on nous différenciait pas trop, voire pas du tout, jusque dans la manière de nous parler. C'est les jumelles, on n'a pas vraiment d'identité propre. C'est assez complexe d'être un jumeau. Il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, mais c'est quand même assez complexe dans la construction de l'identité. Exactement. Et donc, ça m'intéressait aussi d'écrire cette gémellité dans l'autisme, parce qu'il y a une double bulle, si je puis dire. Oui. Et moi, j'avais jamais lu Jumelles autistes. J'avais jamais lu. Bon, on connaît des films sur l'autisme, on connaît plein de choses, mais comme ça, j'avais jamais vu. Et puis cette image, il y a quelque chose qui m'est resté longtemps. C'est cette image du Mustang, du cheval. Et oui. Alors ça, c'était. Je me suis demandé si j'allais le garder parce que je me dis, ça fait immature, mais en même temps, je pense que c'est aussi une partie de ma personnalité d'avoir des côtés immatures. Et effectivement, ce Mustang existait. Dans mon imagination, j'avais un Mustang. Et à chaque fois que je partais en voiture ou en train, j'imaginais ce Mustang courir à côté du véhicule. Et donc... voilà, je l'ai gardé. Oui, c'est très plaisant. Ensuite, cette mère, la présence de la maman, aussi cette relation à la mère qui est difficile parce que déjà elle est alcoolique et puis malgré ça, les filles l'aiment quand même parce que quitte à être en famille d'accueil, ils préfèrent rester quand même chez leur maman. Et ça.
il y a un peu de ça dans je veux dire, dans les gens que vous connaissez ou dans. Il y a toujours cette relation à la mère. De toute manière, la relation à la mère est toujours, je pense, la plus compliquée pour qui que ce soit. Oui. Et puis, je pense que quand on subit des maltraitances, on préfère son enfer familier plutôt que l'enfer tout court. Quand on va dans des familles d'accueil, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer, ce qui va arriver, d'où les coups vont venir. Et c'est vrai que quand on est même maltraité chez soi, on est dans un environnement connu. Donc au moins, on adopte des stratégies de défense qu'on n'a pas forcément quand on part dans l'inconnu comme ça. Ben oui, parce que chez eux, c'est vrai que elles ont leur petit jeu, elles savent se cacher, elles savent le moment où leur maman va exploser et que après, quand elles sont arrivées dans cette famille là où il y a des gens qui prient et qui sont, on peut se dire que voilà, elles vont être protégées, mais il leur arrive la pire des choses. C'est là où elles sont le moins protégées. Voilà. Et ça aussi, ce contraste, c'est affolant. On se demande comment les gens peuvent être aussi inhumains. Ça fait réfléchir. En fait, c'est un livre. Bon, il y a la trame narrative, effectivement, mais ça fait réfléchir beaucoup. Donc ça, c'était intentionnel de mettre des moments comme ça pour faire réfléchir les gens. Au départ, moi, c'était vraiment la colère. En fait, j'avais pas du tout prévu de l'écrire. Alors, pour la petite histoire, j'étais à Paris avec un ami écrivain qui me dit « Non, mais écoute, écris sur ce que tu connais. Tu as une jumelle, tu as l'autisme. » Puis il me disait ça, je me disais quand même, ça fait beaucoup. Oui. Mais en fait, ça fait quelque chose quand même. Ça fait un petit déclic. On a parlé de choses et d'autres. Et puis, quand je suis revenue à La Réunion, à l'aéroport, j'étais en salle d'embarquement. Alors moi, il faut savoir que je n'arrive pas en retard. Donc, je suis arrivée 6 heures en avance pour être sûre de ne pas rater mon avion. D'accord. Et donc, j'emmène quand même mon ordinateur. 6 heures, c'est de On ne sait jamais. Il peut se passer des choses, voilà. Et j'avais mon ordinateur et je me suis dit, j'ai le temps, je vais commencer à écrire. Et puis, j'ai commencé à écrire et puis, en fait, je ne me suis plus arrêtée. Et à tel point que j'ai failli rater mon vol. Et c'est un jeune couple qui était à côté de moi parce qu'on était en train de m'appeler au parleur et j'entendais pas. Et c'est le couple à côté de moi, la jeune femme a dit « Ah, c'est marrant, Peggy Lou comme nom ». Et que là, j'ai réalisé, je me suis dit « Mais Peggy Lou, c'est moi ». Et du coup, j'ai été prendre mon vol. Et pendant 3 semaines, j'ai été complètement possédée parce que j'avais commencé, il fallait que je termine, quoi. D'accord. Et sur l'autre Femme Magazine, la nouvelle que vous écrivez, là aussi, vous parlez d'enfance. Hein, il y a l'armistice, il y a l'enfance. C'est l'enfant de trop qui commence à raconter. On ne va pas donner toute la fin, mais quand elle se sent enfant de trop, qu'elle va raconter, qu'on va raconter son histoire. Elle narre même son histoire, ses premiers amours. Et puis, il y a aussi un enfant. C'est vraiment un thème que vous aimez, que je porte sans doute. Je pense qu'on met toujours beaucoup de choses quand on écrit. On ne se rend pas forcément compte, d'ailleurs. Après, c'est les lecteurs qui disent « Ah bah tiens, il y a toujours ça, ce thème-là, etc. » Mais je pense que c'est notre inconscient qui écrit, peut-être. qui écrit. Alors, on arrive presque à la fin. On vous a demandé de ramener un objet. Oui, alors j'ai des petits carnets. Enfin, j'en ai ramené 2 du coup, mais j'en ai plus que ça. J'en ai plein mon sac, ce qui rend mon sac extrêmement lourd. Parce que j'ai des carnets pour noter mes pensées positives, j'ai des carnets pour noter mes idées, j'ai des carnets pour ne pas oublier certaines choses, j'ai des carnets pour noter des pensées un peu comme ça. Bon, j'ai beaucoup de choses dans le cerveau, il faut que je les mette quelque part parce que sinon ça va exploser. Et ensuite, comment vous vous organisez avec les carnets? Parce que moi aussi, j'ai des carnets un peu partout, mais après, je ne sais plus où j'ai écrit quoi que ce soit. Après, je connais les carnets, je sais dans quel type de carnet j'écris tel type de choses. Ah, d'accord. Voilà, j'ai aussi des codes couleurs, des choses... dis comme donc, ça, visuelles, voilà. Bon, la plupart du temps, j'écris des choses et puis je rouvre pas après. Hein. Au moins, c'est plus dans la tête, c'est sur le carnet. Mais qui sait, peut-être que... Ensuite, vous nous avez amené Belle Éparse. Oui, Belle Éparse, qui est aussi une belle collaboration. Oui. Avec 5 autrices, du coup, puisqu'on est 6. Ce sont des nouvelles un peu sensuelles, on va dire. On n'ira pas jusqu'à dire érotique, parce que c'est pas non plus...
érotiques, mais voilà. Il y a l'intimité, il y a beaucoup d'intimité. Oui, ce sont juste des femmes, une fois de plus, qui ont écrit, et puis qui ont abordé le thème du désir, parce que c'est assez rare. Oui, c'est vrai que c'est rare d'écrire sur le désir féminin. Comment est-ce que la femme perçoit le désir? Parce que c'est toujours un regard assez masculin quand même, finalement. Oui. Et là, des hommes qui ont dit qu'ils avaient appris des choses. Oui, donc voilà. Et là, c'est vrai qu'on a des femmes qui parlent de leur désir, qui parlent de regard, qui parlent de... Il y a des fois dans des regards, des fois cette bouée là qui va sur la mer et elle est dedans. J'ai bien aimé... c'est la première fois aussi que je lis autant de femmes qui parlent autant de désir dans un si court moment, je veux dire. Vous nous avez ramené aussi Abdelkader. Abdelkrim. Voilà. Publié chez Ludir. Alors, c'est à la sortie du livre, beaucoup du public marocain, du public, ils étaient vachement intéressés. Oui, ça fait le buzz. Je m'y attendais pas du tout parce que, alors le Rifin, plus précisément, parce que le Rif est une région du Maroc et Abdelkrim était Rifin. Il a voulu proclamer la République du Rif. Mais du coup, il y a eu des combats, etc. Il a fini par être exilé à La Réunion. Donc les Rifins tiennent beaucoup à leur identité. Il y a une diaspora très soudée et du coup, c'est vrai que ça a fait le buzz parce que j'avais organisé une balade littéraire à Château-Morange, lieu où se déroule le roman. Et j'avais eu la chance de pouvoir faire une petite balade qui était filmée. Et je crois qu'il y a eu plus de 50 000 vues. Et encore, la dernière fois que j'ai regardé, j'avais vu énormément. Parce que les Rifins se sont beaucoup intéressés à cette histoire. Et c'est vrai qu'au début, je me dis, mais c'est pas historique, vous savez. Je prends un peu des aises avec la vérité. Mais voilà, c'était la première fois qu'Abdelkrim était dans un roman et pas dans une biographie. Oui, et puis le fait que ça se passe à La Réunion aussi, c'est vrai que ça crée tout un monde avec... Moi, c'est ça, le fait qu'il y ait aussi Agatha Christie à l'intérieur. C'est Agatha Christie, en fait, qui m'a fait connaître Abdelkrim, parce que moi, je trouve qu'en tant qu'exilé de La Réunion, il est peut-être moins connu que le prince Vincent ou la reine malgache. Et quand elle a disparu mystérieusement, Agatha Christie, elle a eu un petit moment pénible dans sa vie, elle a disparu 12 jours. Et c'était en 1926. Et je me suis dit, comme je voulais que ça se passe à La Réunion, je vais chercher un événement qui s'est passé en 1926 à La Réunion. Et j'ai été aux archives et je suis tombée sur Abdelkrim et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, ce personnage. Alors après, vous nous avez pas emmené les autres parce que vous écrivez aussi avec Ludir, vous avez écrit énormément. J'ai dû écrire une petite vingtaine, je pense. Oui, en tout. Modestement. Une petite vingtaine. En comptant des collectifs, des contes. J'ai fait des récits de faits divers aussi, puisque j'étais journaliste, faits diversière. Les croyances populaires. J'avais écrit un chick-lit, Chicken Literature, la Bridget Jones. J'ai pas eu le même succès que le livre. Mais j'étais plus jeune. J'avais 30 ans. Avec Céline Nuette aussi. Oui, je fais des traductions. Des citations de Céline Nuette. Donc là, c'est vraiment le travail de Céline qui fait des citations en créole et que je traduis en français. Donc il y a eu 2 volumes qui sont sortis chez Orphy. Et c'était très intéressant, en fait, ce travail de traduction, parce que des fois, il y a des choses... par exemple, il y avait une phrase, c'était... un sambon rose, alors je ne sais plus exactement la phrase, il ramène à moins l'odeur de l'aimer. Et moi, je lis, parce que quand on n'a pas l'habitude de lire le créole, après ça vient, mais je lis un jambon rose. Et je trouvais ça assez étrange comme image pour l'odeur de l'aimer, parce qu'on voit un cochon à la broche. Voilà, exactement. Mais voilà, donc il y a eu des moments assez cocasses. Mais oui, et en tout cas, on vous souhaite toujours d'écrire autant, parce que vraiment, on aime cette écriture. Vous faites partie de l'UDIR, et pourtant, dans vos écrits, on n'a pas l'impression que vous revendiquez cette identité. Vous êtes là, vous êtes présente. Alors là, vous êtes bien présente, vous êtes présente sur les stands, vous êtes présente La Réunion et dans vos écrits, en vous-même, mais on ne sent pas...
certains auteurs, on le sent, ils revendiquent, alors que vous, c'est tout en douceur. Oui, c'est ma personnalité. Voilà. Je me suis dit, ah oui, elle y va doucement, elle et tout, mais bon, voilà. Et puis bon, on aime quand même aussi cet engagement, même si elle est douce, même si elle est, voilà. Après, qui sait, peut-être dans les prochains écrits. On arrive à la fin. Oui, on arrive à la fin de notre émission. Donc moi, je sais que vous êtes fan de Victor Hugo. Voilà. Donc juste pour donner le goût à nos téléspectateurs de lire en fait ce bouquin qui est Vengeresse. Alors c'est une lecture, je le répète, moi je suis tombée amoureuse du style elliptique. Il y a des ellipses de malade, donc c'est super bien écrit. Et donc je citerai une citation de Victor Hugo qui vient de Hernani. D'accord, la pièce de théâtre, acte 1, scène 4, lorsqu'il dit « Ma vengeance qui veille avec moi toujours marche et me parle à l'oreille ». Merci Kelly, là-dessus on termine parce qu'on n'est pas en avance. Exactement. Merci Peggy Louverbal. Merci d'être venue. Bonsoir à toutes et bonsoir Koulsoum.